Bonsoir, venu pour cette longue soirée consacrée à la journée qu'on appelle par commodité de la femme, à laquelle nous avons souhaité donner son nom exact, qui figure dans notre programme. C'est la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Je sais que la journée a été difficile, il n'y a pas de transport, la ville est un peu perturbée. Voilà, donc nous apprécions votre présence. Nous allons commencer. Alors, nous avons un programme très intéressant en plusieurs phases. On va commencer par une masterclass de Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute, thérapeute de couple, qui va nous parler des relations toxiques, alors qui touchent toutes les relations qu'on peut avoir dans notre vie sociale, mais principalement les relations dans le couple. La conférence s'appelle Bye Bye Relations toxiques. Donc, vous allez nous expliquer comment se sortir de ces relations. Nous aurons ensuite une table ronde consacrée à la tyrannie de l'apparence et de la beauté. On va deux tables rondes consacrées au corps de la femme. Dans le premier cas, sous le sous-titre La tyrannie de la beauté. Et dans le deuxième cas, j'ai oublié le titre de la deuxième conférence, Maude, mais c'est sur en fait, les pratiques médicales et la manière dont la médecine a traité et continue de traiter le corps des femmes comme s'il était un corps inconnu. Et nous terminerons par la projection d'un film franco-algérien qui se passe dans l'Algérie des années 1990, au moment de la guerre civile, où les islamistes exercent une terreur dans la population civile. L'histoire d'une jeune femme qui essaye de travailler dans le monde de la mode. Voilà. Très bien, on commence. Je laisse la parole à Nathalie et à tout à l'heure. Merci Nicolas. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je suis donc Nathalie Giraud-Desforges et je reçois des couples dans mon cabinet à Paris, dans mon cabinet aussi dans le Sud. Et j'ai basé beaucoup de cette conférence, en fait cette masterclass. Alors une masterclass, c'est un principe un peu interactif. Donc j'attends vos questions, je vais peut-être vous challenger, vous demander ce qui se passe pour vous, revenir vers vous, voir. Alors n'hésitez pas à lever la main, peut-être aussi que je vous demanderai de noter votre question et de la présenter à la fin, suivant ce qui se passe dans le rythme de cette masterclass. Elle va durer à peu près jusqu'à 19h, 19h15. Max 19h10. Qu'est-ce que pour vous une... Alors, je vais voir si d'abord si ça marche. Alors, pourquoi j'ai un point d'interrogation? Parce que si vous êtes ici, c'est que peut-être le sujet vous intéresse personnellement. Est-ce que vous avez eu déjà l'impression d'être dans ce qu'on appelle a priori une relation toxique? Alors, toxique, ça veut dire quoi? Eh bien, comme les champignons, quand on en mange, au bout d'un moment, ça fait mal. On se sent pas bien. On se sent pas bien dans le ventre. On a des trucs qui sont bloqués. On n'est pas à l'aise. Donc, une relation toxique, c'est la différence avec une relation saine dans laquelle il y a de l'énergie. Vous vous sentez bien. C'est ouvert. Le mouvement du corps, il est à peu près comme ça dans une relation saine. Le mouvement dans une relation toxique dont vous êtes la victime, on va dire, c'est un mouvement qui est rentré. Et si vous avez un peu ce mouvement-là, un peu les épaules lourdes, la tête un peu baissée, le regard aussi, si parfois sur vos jambes ça flanche un peu, si la stature ici qui est dans une relation saine, vous êtes bien avec votre partenaire, c'est votre corps, il bouge, il est vivant. Vous vous tenez sur vos deux pieds, vous le regardez ou vous la regardez. Vous êtes OK avec ce qui va être fait. Il n'y a pas de papillons dans l'estomac, sauf des papillons de plaisir. Et vous avez des papillons de peur, de crainte, d'être jugé, d'être rabaissé, d'être utilisé, de ne pas savoir ce qui va se passer. Alors, vous êtes dans une relation toxique. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce mouvement du corps?
Je vois, hein, comme ça. Là. Oui. Eh bien, je vais vous demander de l'accentuer, ce mouvement du corps. C'est-à-dire que vous allez prendre 3-4 respirations, vous allez un peu vous mettre en apnée, et vous allez serrer comme ça un peu vos épaules et vous recroqueviller sur vous. Allez, on va faire l'expérience. De se recroqueviller un peu sur soi. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est confortable? Non, hein? Eh bien, ça fait exactement ça dans une relation toxique. C'est complètement inconfortable, mais peut-être comme on l'a vécu depuis des années, peut-être parce qu'on l'a vécu dans son enfance, ce mouvement-là d'inconfort, il est tellement habituel, la charge dans le dos, que vous ne le sentez plus. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais vous ne savez pas quoi. Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, c'est un déséquilibre. Parce que quand je me tiens de cette façon, je suis équilibrée. Donc, physiquement et psychologiquement, dans la relation de couple, il y a quelque chose qui est dans lequel vous donnez plus que vous ne recevez. Ça fait sens? Vous donnez beaucoup plus. Et donner, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui ne reçoit pas, qui n'est pas là. Donc, il y a un déficit. Il y a un déficit de don. Il y a un déficit de merci. Il y a un déficit de compliments. Il y a un déficit de peau consentante, de consentement. Il y a un déficit de joie. Il y en a, parce que pour rester dans une relation toxique, c'est nécessaire qu'il y ait d'abord un petit peu de joie. C'est-à-dire que c'est comme un hameçon. Vous êtes un pêcheur, et il y a un pêcheur ou une personne qui pêche le long de la ligne, qui lance sa canne à pêche, et puis elle va vous attraper. Ou vous allez attraper. Puisqu'ici, je peux faire l'hypothèse qu'il y a des personnes qui sont dans une relation toxique et qui la subissent, et d'autres qui sont dans un jeu avec cette autre personne. Mais pour qu'une relation, parce que ça s'appelle une relation, s'opère, il faut qu'il y ait 2 partenaires. Et donc, il va y avoir un jeu qui va s'installer. On appelle ça des jeux psychologiques, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, il y a ce déséquilibre qui peut être un peu physique, psychique, mental, dans lequel vous avez un rapport de dépendance. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autonomie. Il vous manque un truc. Vous attendez. Vous êtes un peu en attente. Vous êtes en manque. Manque de quelque chose, en attente de quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une emprise émotionnelle. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce mouvement de pêche à la ligne, eh bien, l'autre personne vous ramène et vous êtes en résistance, mais quand même, il vous ramène vers elle ou vers lui. Donc, il y a une perte de liberté. Très souvent, on va voir qu'elle est accompagnée aussi par des sentiments de jalousie qui reposent sur l'insécurité. Il y a des prises de pouvoir, des jeux de pouvoir, et il y a ce que j'appelle de la toute-puissance, c'est-à-dire que chez l'autre, il va y avoir un dominant et un dominé, ou une personne qui est en position haute avec une personne en position basse. Parce que les relations toxiques ne marchent pas en position équilibrée. Autrement, ce n'est pas une relation toxique. Et puis, ça dure dans le temps. Autrement, ça s'appelle un déséquilibre dans le couple. Ça s'appelle des disputes, ça s'appelle les enfants qui arrivent, un bébé qui arrive, un déménagement, une maladie, un décès qui déséquilibre, qui amène du stress, de la fatigue. Et donc, du coup, on est un peu plus mou, colérique, irritable, irascible. Ça, c'est un déséquilibre. Parce que ça peut être ponctuel et que l'autre en face va quand même essayer de vous aider. Donc, il y a un partenaire qu'on peut appeler toxique, dominant. Ses désirs viennent en priorité. Il a ses frustrations, c'est-à-dire s'il n'obtient pas, un peu comme le petit garçon ou la petite fille, l'enfant tout-puissant. S'il n'obtient pas ce qu'il veut,
Alors, il fait comme ça, mais il le fait en manière du partenaire dominant, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire le petit garçon. Non, il va faire ça avec de la colère, il va faire ça avec le doigt qui pointe. Et quand je dis il, c'est la personne qui va faire ça. Je n'émets pas l'hypothèse que c'est un homme envers une femme ou une femme envers un homme. Je vais essayer de varier les articles pour que ça soit justement plus équilibré. Donc il y a de la toute-puissance, c'est-à-dire que les désirs du dominant prennent beaucoup de place par rapport à la personne qui va donner. Donc il prend, la personne prend. Il peut y avoir même de la violence verbale et ou physique. Donc c'est une énergie très haute, très volatile, très forte. La personne qui est dans le dominant, le côté dominant, je veux dire la perspective dominante, a une énergie, elle n'est pas molle, quoi. Non, elle est redressée, elle est dans sa pleine pouvoir plutôt que puissance. Le dominé, il y a un peu de... Le dominé ou la dominée, c'est un peu une relation d'évitement. C'est-à-dire que la personne qui est dominée ne va pas aller au front. Ça, c'est la personne qui est le ou la dominante. Le mouvement du corps, il est plutôt comme ça. Ou comme ça. Et la tête, elle est plutôt comme ça. Et les yeux, ils sont plutôt comme ça. Et la respiration, elle est plutôt en apnée. Et la voix, elle est rarement forte, ou alors elle rentre dans les aigus. Et elle vient quand on n'en peut plus. C'est ce que j'appelle plutôt une énergie qui est basse, plutôt qu'une énergie qui est forte. Et la personne qui se met dans la situation de dominer, parce qu'on se met dans une situation, c'est une histoire de vie aussi. Pour qu'il y ait une relation toxique, il faut qu'il y en ait deux. Donc pour des scénarios de vie qui vont peut-être se répéter, par exemple, si je m'assieds là, ça va pour vous derrière? Oui? C'est plus confort pour moi. C'est bon? D'accord. Donc dans mon cabinet, je reçois cette personne, elle a 40 ans, c'est ce que j'appellerais une belle femme, un peu plus grande que moi, larges épaules, magnifique. Elle est avec un mari qui est un peu plus petit qu'elle. Elle ne met plus de talons et elle se tient voûtée, comme ça. Peut-être pour être à la hauteur de son mari qu'elle aime profondément. Et elle a appelé son mari, c'est un idéal, c'est-à-dire c'est son idéal. Et donc elle est allée dans cette relation avec cet idéal. Ils se sont mariés. Déjà, dès le début, il y avait des choses qui n'accrochaient pas. Il était plutôt jaloux. Jaloux de ce qu'elle faisait, jaloux de ses compétences, jaloux de son intelligence. Il y avait une sorte de compétition, concurrence, pas de sa part à elle. Et elle était dans le don, je donne. C'est la bonne fée. C'était la personne qui fait, qui agit, qui transforme. Et en fait, elle était déjà dans un rôle un peu de sauveur, puisque la personne avec qui elle était se mettait toujours un peu dans des embrouilles. Mais comme il est beau mec, tout ça, enfin, je veux dire, il s'en sortait toujours d'une pirouette, mais elle le sauvait régulièrement. Et quand il le sauvait, elle était sa princesse. Et donc, pendant un moment, elle était la princesse. Et puis, quand elle avait arrêté de le sauver de ses embrouilles, eh bien, elle redevenait un peu la servante. La servante qui fait, et avec une personne en face qui critique. Alors, ce n'était pas grave, le truc. Parce que dans sa vie à elle, il y avait eu de la maltraitance. Il y avait eu de l'abandon. Il y avait eu du rejet. Donc, tout ça, elle le connaissait bien. Ce n'est pas grave. Vous savez, quand on a été battu, des petits trucs comme ça de critique, ça passe un peu au-dessus de la tête. Et donc, il y a cette défense du « c'est pas grave ». Et puis, quand je l'entendais, au fur et à mesure, donc elle est venue parce que
Bien, comme ils travaillaient ensemble, lui, il avait décidé de vendre la boîte, elle était directrice, et il l'a fait sans la consulter. Et puis, tout le travail qu'elle a fait à son service, sans être payée parfois, eh bien, il s'est approprié ce qui était sa boîte, quoi, lui, son rôle. Et donc, ça ne lui convenait pas. Ça a commencé un peu à la serrer, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient venus consulter, parce que pour la première fois dans le couple, au bout de 10 ans, eh bien, il y avait des disputes. Elle qui ne disputait pas, elle qui disait « c'est pas grave », au bout de 10 ans, elle dit « non, mais moi, ça ne me va pas du tout, là. Je suis en train d'être évincée de quelque chose que j'ai aidé à construire, dans lequel je n'ai pas été payée. Mais là, ses yeux ont commencé à s'ouvrir, que ça ne lui allait pas. » Donc, ça a créé évidemment un déséquilibre dans le couple. Donc, est-ce qu'elle était dans une relation toxique? Je dirais oui, mais elle ne se rendait pas compte et c'était pas grave. Donc, ce déséquilibre pour elle, qui était habituée à être maltraitée, on va dire, qui avait ça dans le corps, ce qui n'aurait pas été acceptable pour une autre personne était complètement acceptable dans son histoire. Donc, ce qui est possible pour une personne est complètement impossible pour une autre. Donc, il y a une perte de repères, confusion, doute permanent, c'est ma faute. Et lui ne se remettait jamais en question. C'est-à-dire que c'est à elle à faire le travail. Lui, il avait été voir un peu des psys comme ça, mais bon, il était déjà coach, tout ça. Donc, en fait, il avait déjà fait son travail, il avait déjà fait son taf. C'est à elle de le faire. C'est elle qui était le problème. C'est elle qui n'allait pas. Donc, il y a de la honte pour la personne qui est dominée. La honte, c'est toujours alors, quelque chose d'important entre honte et culpabilité. La honte est, ce que je dis moi, c'est un manteau qui a été posé sur vos épaules, poum, et qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire c'est le jugement d'une autre personne ou d'autres personnes ou d'une communauté qui vient se poser sur vous. Et on intègre ce regard critique porté sur soi, des autres, et après on le fait sien. C'est-à-dire qu'on n'entend plus « t'es nul », on se dit « je suis nul ». On n'entend plus « mais t'es complètement bête, quoi ». Mais on entend « je suis bête », je n'ai pas la valeur. C'est-à-dire que la honte est quelque chose qui s'intègre en soi et que c'est comme si ce manteau nous appartenait. Alors que la culpabilité, c'est complètement différent. La culpabilité va dire « bon ben ça, j'ai merdé, c'est ma faute, j'ai loupé le truc, c'est ma responsabilité ». Ça, c'est de la culpabilité. Donc, on ressent quelque chose de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. La honte, et on se dit « mais j'ai la honte », mais en fait, non. Tu n'as pas la honte, tu ne nais pas avec la honte. Tu n'es pas né au monde avec le manteau de la honte. Pour différentes raisons, on t'a collé ce vêtement-là, bien puant, bien poisseux, bien lourd, sur tes épaules, et tu l'as intégré. Et quand on intègre, quand on a ce manteau-là, et quand on répète « non, mais t'es complètement cruche, t'es nulle, t'es pas belle, t'as vu ta tronche, de toute façon, t'es un moins que rien, tu vas pas y arriver, t'es bien le fils de ta mère, tiens, ou t'es bien la fille de ton père, tiens ». Quand on intègre tout ça, eh bien, on vit avec et c'est complètement amalgamé, collé à soi. Donc, c'est bon pour vous, différence, culpabilité, honte? Ouais. Donc, il y a une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, des limites sont très floues avec ce « c'est pas grave ». Il y a de l'isolement, le repli et la solitude. Alors, pourquoi est-ce que vous avez une grenouille là? Parce qu'en fait, c'est le syndrome de la grenouille. La grenouille, vous la jetez dans de l'eau bouillante, mais qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Ah ben, elle se casse, elle saute, et puis elle s'en va. Ben, la relation toxique, la grenouille, elle y est depuis le début, et c'est de l'eau froide. Donc ça commence, et l'eau est plutôt bien,
Donc elle y est, parce qu'une relation, elle commence plutôt bien, pour qu'il y ait ce hameçonnage en quelque sorte. Et donc la grenouille, quand vous la mettez dans de l'eau qui est froide, et puis petit à petit, vous augmentez le feu, eh bien la grenouille va bouillir, va ébouillanter, et elle va mourir en restant dans l'eau. C'est ça aussi le principe des relations toxiques qui durent, parce que on est tellement habitué, il y a une sorte de couverture sur soi, de résilience, d'habitude qui se met en place, que que la personne se trouve être comme la grenouille et qu'elle ne se rend pas compte combien c'est nocif pour elle, combien elle est dans perte d'énergie, combien elle s'use à essayer de s'adapter, elle s'use à essayer de faire plaisir, elle s'use à essayer d'être encore meilleure. Au sein de la relation, il y a un manque de communication, du mépris, de la critique, du jugement, du manque de respect, de la jalousie. Il y a peu de compliments, ou il n'y en a plus. Ou il y en a juste suffisamment pour, à nouveau, on ait une petite dose, pour ne pas mourir de faim quand même, et puis pour recommencer à nouveau. Donc, il y a des jeux psychologiques, puisqu'une relation toxique est basée sur des jeux psychologiques. Autrement, ça ne serait pas marrant. Il n'y aurait pas cette tension là-dessus. Donc, on marche sur un fil, genre, marche sur des œufs. Alors, ce sont des jeux qui sont conscients ou inconscients, on fusionne. Généralement, il y a la fusion au départ. On est tout l'un pour l'autre. On dit, ça y est, j'ai trouvé mon idéal, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé mon âme sœur. C'est super. Donc, on est fusionné comme ça parce que souvent, il y a eu un abandon, une blessure d'abandon dans son histoire. Et puis on va reporter, ou la personne va reporter après son insécurité sur l'autre. On renvoie la responsabilité sur l'autre partenaire. Ça s'appelle un détournement cognitif. Dis donc, t'as encore perdu les clés ? Bah, non, c'est pas moi qui ai perdu les clés, c'est toi. Tu te souviens, la dernière fois, c'est toi qui les as prises ? Pas du tout. C'est toi qui les avais, c'est pas moi. Mais je t'assure, non, c'est pas moi, c'est toi qui les avais. Et il y a tellement d'aplomb que on est un peu désorienté, on se dit, bah, je dois être fou, je dois être folle, ça doit être moi, j'ai pas fait attention. Et il y a tellement de convictions que qu'on est un peu interloqué, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Elle avait dit qu'elle aimait. J'ai fait, par exemple, je me souviens, elle lui faisait des desserts, et puis un jour, il est arrivé, il lui a fait, mais pourquoi tu me fais de dessert ? Bah, parce que tu l'aimes, mais pas du tout, c'est toi qui l'aimes. Moi, j'aime pas du tout ce dessert. Si, bien sûr que c'est toi. Non, c'est toi, tu le fais pour toi. Ça s'appelle un détournement cognitif. Et puis, on fait un peu le vide autour du partenaire et on appuie sur la peur du rejet. La peur du rejet, c'est écoute, si ça ne va pas, moi, je vais partir, hein, puisque, je veux dire, on ne peut pas durer comme ça. Et donc, on a trop peur, donc on revient. Et puis, parfois, il y a même dans des jeux plus, il y a des menaces de chantage, des menaces de suicide. Non, tu ne peux pas faire ça, je vais me jeter par la fenêtre, ou tu ne peux pas m'abandonner, tu ne peux pas me quitter, tu ne peux pas me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Ou tu me rends fou, tu me rends folle. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies qu'on appelle, moi j'aime bien celle-là, c'est le gaslighting, pour détruire l'autre. Alors, moi j'ai mis force 3, parce que dans des jeux psychologiques, ça, ce sont la théorie de Eric Berne et de Karpman, ce qui se base sur l'analyse transactionnelle, ce sont des théories de psychothérapie. Eh bien, vous avez des forces dans les jeux. Donc, dans les jeux, force 1, tu me fuis, je cours après toi, bon, force 1. Force 2,
quand même, ça fait un peu plus mal. Mais force 3, ça fait vraiment très mal. C'est-à-dire que c'est de la violence qui casse, c'est vraiment beaucoup de mépris. C'est presque comme si l'un marche sur un pont et fait « si je tombe, c'est à cause de toi ». Et on se fait mal. Et les deux se font mal. Enfin, généralement, c'est la personne qui est dominée qui se fait plus mal que l'autre. On a des techniques de manipulation qui peuvent être donc conscientes. On rend coupable l'autre et on la fait douter. C'était dans un film, il y a plusieurs films d'ailleurs qui ont employé ces techniques, où on fait douter l'autre pour vraiment se dire « mais est-ce que je suis fou ?» quoi. Et on inverse les rôles. Et donc, il y a une faille, c'est-à-dire que la proie, victime, dominée, rencontre un persécuteur, pervers narcissique, dominant. Et pour qu'il y ait des jeux, il faut qu'il y en ait deux. Donc, c'est un système. Et on nourrit la bête, on nourrit le système. Le système est nourri par les deux partenaires. Et pendant des années, on peut nourrir ce système. Et ce que je vais vous présenter là où vous avez eu la photocopie, c'est le triangle de Karpman. Alors, quelqu'un peut me dire l'heure, comme ça je check. Moins 20, d'accord. Okay. Donc, le triangle de Karpman, qui est utilisé dans l'analyse transactionnelle, eh bien, c'est un triangle. Et vous avez d'un côté un persécuteur, de l'autre un sauveur, et en bas une victime. Donc, persécuteur, victime, sauveur. Et dans ce triangle-là, le persécuteur, eh bien, comme on l'a vu, il libère un peu ses pulsions. L'autre est un peu un exutoire. C'est un peu une sorte de tapis sur lequel on s'essuie ses pieds, quoi. Un peu une poubelle dans laquelle on verse ses trucs. La personne domine, critique, harcèle, dévalorise sa victime. Et il prend aussi beaucoup de plaisir parce que dans la colère, dans la dévalorisation, il y a un certain plaisir à dévaloriser d'autres et à user de son pouvoir pour pointer du doigt. Et il justifie parfois ses violences, enfin ses comportements par... lui, par exemple, il le justifiait parce qu'il avait été un bébé prématuré, il avait failli mourir, et donc il s'était construit comme ça à la force du poignet, il avait vaincu, et il avait failli mourir, et il avait 50 ans, et il était toujours en train de « j'ai failli mourir », quoi. Donc, on justifie son comportement par un ancien passé, un ancien victime. Et puis, vous avez le sauveur, la personne qui sauve. La personne qui sauve, eh bien, elle intervient même si on ne lui a rien demandé. Donc, elle va au-devant. Elle est serviable, mais serviable plus. Elle est au service d'eux et elle s'oublie dans ce service, mais elle a tellement l'habitude de s'oublier que c'en est devenu un comportement presque qui lui colle à la peau. Et elle continue, elle perdure à sauver, à être la personne qui donne des solutions. Souvent, dans le couple, il y a la personne qui est constamment à donner des solutions, qui est constamment à réparer, qui est constamment à faire, qui est constamment aux petits soins d'eux et qui s'oublie, qui en oublie ses besoins. On appelle ça une suradaptation. On se suradapte aux besoins de l'autre parce qu'on a appris, étant jeune, qu'en se suradaptant aux besoins de l'autre, eh bien l'autre, le papa, la maman, généralement la maman, allait nourrir l'enfant. Et donc souvent dans les maladies, par exemple, ou les parents absents, il y a l'enfant qui cherche vraiment à faire plaisir pour que le parent puisse s'occuper de lui. Et donc il oublie ses besoins et il va se calquer sur les besoins de l'adulte. Il va être au service de l'adulte. Et ce comportement-là, eh bien, généralement, il perdure avec l'âge jusqu'à ce qu'il y ait un moment où on dit « j'en peux plus » ou le corps dit « j'en peux plus ». Il peut placer aussi... donc, ici, on va aller en bas avec la victime. Et donc, la victime, elle attire le sauveur, parce que pour qu'il y ait une victime, eh ben, il faut qu'il y ait un sauveur quand même, ou il faut qu'il y ait un persécuteur. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la victime en bas.
Elle attire le persécuteur, hein, donc, qui est censé la persécuter. Quand je dis elle attire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un certain plaisir inconscient qui se met en place et qui rentre dans un jeu, qui vient nourrir un scénario déjà établi, dont on n'est pas conscient, jusqu'à ce qu'on aille en thérapie en se disant « mais c'est pas possible, ça fait 3 fois que je suis dans la même relation, ça fait 3 fois que je m'épuise, ça fait 3 fois que je me fais larguer ». Et on se dit peut-être qu'il y a un scénario de vie qui se rejoue, donc je vais aller voir ce qui se passe pour essayer de m'en sortir et pas refaire cette sorte de tyrannie amoureuse qui se joue et se rejoue. Donc le sauveur, il peut devenir persécuteur ou victime s'il est déçu ou s'il y a une absence de reconnaissance. Et on rentre dans un triangle comme ça dans lequel on peut passer, par exemple, le sauveur... non mais tu vois là, tu avais pas le sou quand je t'ai rencontré, je t'ai sorti de la rue, tu as grandi grâce à moi, nous sommes devenus un couple qui est reconnu de partout, tu as fait ta carrière grâce à moi, sauveur, et puis maintenant tu me laisses tomber, et mais t'es qu'un nul, mais de toute façon t'as ton sexe il est tout petit, tu m'as jamais satisfaite, et là on va attaquer, et donc la personne qui était en sauveur va trouver des failles et être dans une critique où elle va rentrer dans le persécuteur, ou elle va rentrer dans la victime en disant ben non, quand même, après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me laisser comme ça, puis elle se laisse un peu dépérir. Voilà, donc c'est un peu ces triangles-là, donc ça perdure dans le couple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, mon truc ? Alors, comment on gère un persécuteur ? Le persécuteur, il n'est pas tout seul. Le persécuteur passe une petite annonce dans les journaux, sur le net, sur Mythique, en disant « persécuteur cherche victime pour des jeux de pouvoir plus, plus, plus ». Et parfois, vous l'avez déjà dès le début, c'est déjà un peu inscrit. Mais vous ne faites pas attention. Et donc, il y a eu cette volonté d'écraser, d'humilier, rabaisser, contrôler. Tu vois, moi, je détiens la vérité, quoi. Je sais que j'ai raison, donc si j'ai raison, c'est que tu as tort. Si tu as tort, tu prends la porte. C'est simple. Moi, je sais. Toi, tu sais pas. Et puis, il y a le « tu » qui tue de la critique. C'est le doigt pointé. C'est la Kalachnikov, la mitraillette qui envoie des boulettes comme ça, des balles qui font très mal, des balles psychologiques, pour atteindre l'autre et le diminuer, ou la rendre inefficace, ou l'anéantir. Parce que quand on est dans cet état-là de force, l'important, c'est de gagner. C'est vital même. C'est crucial pour l'être. L'autre est un défouloir et un exutoire. J'ai eu une journée, mais vraiment... En France, on a un site qui s'appelle Vie de merde, VDM. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se sont passés. C'est même un site, hein, on va à VDM. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment un truc qui s'est passé. Mais on revient à la maison avec ce truc qui s'est passé, et l'autre, il prend plein la face. Il devient le paillasson de service sur lequel... le persécuteur, ou en tout cas celui qui critique, essuie ses pieds. Bon, je ne parle pas physiquement, je parle psychologiquement. Autrement, ça, c'est de la violence, et à ce moment-là, généralement, la victime va porter plainte. Donc, évidemment, la critique à ce moment-là n'est pas constructive. Ce n'est pas quelque chose qui fait... Tu sais, mon chéri, tu as remis en place le miroir, mais il s'est cassé un peu la figure, ou alors, tu vois, il est guingois. Bon, je sais que, voilà, tu sais pas trop faire. Putain, mais t'es qu'un crétin, quoi. T'es un mec et tu sais pas planter un clou, mais t'es minable. Donc, ça devient bien ardos.
Donc, on trouve le déclencheur, la faille, le courant d'alimentation, parce qu'il faut qu'il y en ait un. Parce que pour que ça continue, il faut que la personne reste. Il faut qu'elle... parce que si la personne s'en va, le persécuteur, il va pas crier tout seul. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un public. Et puis après, la personne, elle va venir vous voir après, votre copine, son amie et tout. Elle va dire, non, mais tu sais pas ce qu'elle m'a encore fait, tu sais pas ce qu'il m'a encore fait. Et Donc, il faut sortir du jeu, mettre des limites, dire non, refuser. Et ça s'apprend. Et c'est super compliqué quand on n'a pas l'habitude. C'est très compliqué de dire non quand on n'a pas l'habitude. Quand on a eu l'habitude d'être gentil, c'est-à-dire quand on vous a dit « sois gentil ». Non, là, tu ne te mets pas en colère parce que la colère, ce n'est pas une émotion qui est acceptable. Tu peux pleurer, mais tu ne te mets pas en colère. Tu peux dire oui, mais tu ne peux pas dire non. Et puis les limites, puis non, ce caprice-là, mais tu vas dire bonjour à ce monsieur et tu lui fais la bise. Non, j'ai pas envie de lui faire. Si, tu lui fais la bise. Et tu crées des limites qui ne sont pas respectées. Et donc, tu plies la tête. Et tu fais d'accord, ok. Et tu continues. Et donc, pour sortir du jeu, il faut mettre ses limites, apprendre à dire non, refuser. Et donc, il y a de la résistance au changement. Et c'est compliqué parce que quand il y a un équilibre dans un déséquilibre, eh bien, l'autre n'a pas du tout envie que ça change. S'il est servi, si la personne est servie, eh ben, elle a envie de continuer à être servie. Donc, c'est pour ça que je dis faites-vous aider si nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on gère une victime ? Eh bien, on passe une petite annonce, victime rencontre sauveur. Donc, la plainte, elle est plutôt constante. Mais on ne sait pas trop, il n'y a pas trop de demandes. Tu sais, ma vie, c'est une catastrophe. Il se passe ça, ça et ça. Tu as vu encore là, ce qui se passe dans mon couple, etc. Mais on ne sait pas trop, quoi. C'est un peu collant. On ne sait pas trop quoi faire de la demande. Comment est-ce que je peux t'aider ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et surtout, quand vous êtes avec des personnes qui sont dans le rôle de victime, mais vous ressortez, vous êtes épuisé. Ce sont des pompes comme ça, qui aspirent votre énergie. Vous connaissez cette sensation-là ? Une petite pompe comme ça, une sangsue là, qui aspire votre énergie. Et souvent, la victime, elle vient, écoute, elle va repérer les sois gentil aussi, tes besoins sont plus importants que les miens. Donc, elle va rencontrer le sauveur qui va lui dire, oui, bien sûr, je sais que tes besoins sont plus importants que les miens. Et c'est ce qu'on a dit au départ. Et donc, ce qu'il faut, c'est résister à la tentation de faire à la place. C'est très dur aussi de résister à cette tentation. Parce que quand on a tellement l'habitude, parce que ça va tellement plus vite, par exemple, dans un couple, c'est écoute, non, c'est pas la peine que tu le fasses, moi je vais le faire. Non, mais c'est même pas la peine que tu passes l'aspirateur, parce que je vais le faire bien mieux que toi. Et puis pour changer les langes de notre fils, non, t'en fais pas, moi je préfère le faire, ça va aller plus vite. Et donc du coup, vous vous chargez comme ça de tâches qui augmentent dans la to-do list, parce qu'il y a un endroit de contrôle qui est aussi chez le sauveur. Donc, c'est vraiment vérifier que la solution est dans la personne qui joue la victime. Et donc, c'est lui demander la question qui tue, et qui tue d'une façon très positive. Qu'attends-tu de moi ? Et pas « je vais faire à ta place » ou « qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Non, c'est vous revenez vers vous. Et le mouvement, c'est ça. Hein. C'est qu'attends-tu ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe chez toi ? Je vais vers elle. Qu'attends-tu de moi ? Et qui vous remet un peu d'équilibre, un peu bien plus sur vos pieds. Ok ? Qu'attends-tu de moi ? Ça, c'est vraiment une question super importante quand on veut sortir et gérer une victime. Alors, comment est-ce qu'on gère un sauveur ? Eh bien,
Un sauveur, c'est généralement, vous n'avez pas demandé d'aide, vous êtes tranquille là, et puis ça vient faire les trucs à votre place. Ça vient réorganiser la maison, ça vient réorganiser, c'est quelque chose un peu d'intrusif, d'envahissement dans votre vie. Et puis ça devient plutôt une charge qu'une aide. Mais le sauveur le fait pour vous. Hein. C'est pour vous qui vient, parce que vous en aviez besoin là. Et puis vous dites, bon ben ok, c'est ok pour moi, après tout, si elle veut faire ça, si la personne veut faire ça, ça va. Et donc ça se transforme après, très souvent, parce que vous en avez marre là, qu'il y ait cet envahissement, cette intrusion dans votre espace. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous switchez sur ce triangle-là et vous devenez persécuteur vous-même. Mais la vache, tu me casses les pieds avec tes trucs, t'es toujours à faire des machins, des trucs et des bidules, et donc vous devenez persécuteur. Et puis après, à nouveau, vous mettez des limites pour aller chercher l'autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tout seul. Vous allez faire plaisir chez l'autre, mais vous le faites tout seul. C'est bon, merci. Et donc, attention à la redevabilité. La redevabilité, c'est l'autre fait quelque chose pour vous, et donc vous êtes en dette. Eh bien oui, il a fait quelque chose pour vous, il est venu vous sauver. Donc maintenant, il y a une dette. Et maintenant, écoute, je peux venir chez toi, mais si, et puis je t'appelle 10 fois, et puis tu te souviens quand j'étais là pour toi, puis alors maintenant, c'est sans cesse, il y a une dette qui revient et qui revient. Et donc, il va falloir changer les règles. Système déséquilibré, eh bien, il y a une réaction, et qui est souvent la réaction, non mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dis ça ? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pars en vacances toute seule ou tout seul, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Donc, attention à la redevabilité. Donc, à nouveau, patience et temps. Dans des relations toxiques, c'est parfois très difficile de sortir, d'être en fait la grenouille qui sent que c'est chaud et de trouver l'élan nécessaire pour sauter en dehors de la marmite. Donc, des solutions pour s'en sortir, eh bien, voilà un petit récap. On place ses limites, évidemment, et quand on place ses limites, eh bien, on accepte de gérer le conflit. Donc, on accepte que peut-être il va y avoir du rejet, peut-être l'autre ne va pas être content, que vous n'allez pas être gentille, que vous allez savoir dire non, que vous allez y aller et être confronté. Vous identifiez vos émotions. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Commencez là maintenant pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Commencez dans votre corps. Pas « Oh mon Dieu, commencez pour l'autre ». Non, c'est revenir vers vous, faire un check-in. Commencez pour moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Où j'en suis ? Est-ce que je suis vraiment triste ? Ou derrière les larmes qui coulent, j'ai une grosse colère là que j'en peux plus. Vérifiez ces émotions. Revenir au ressenti corporel. Où avez-vous mal ? Où est-ce bloqué dans votre corps ? Comment est-ce qu'il parle ? Comment est-ce qu'il vous parle ? Et il va falloir commencer à l'écouter. Si vous continuez à avoir mal au dos, que vous bloquez votre dos, il va peut-être falloir l'écouter. Si vous avez le cou en permanence bloqué, peut-être que ça serait utile d'aller voir ce qui bloque votre cou. Peut-être si vous faites toujours mal au genou, tomber, peut-être qu'il va falloir aussi aller voir ce qui se passe d'un point de vue psychologique derrière des ressentis corporels. Communication non violente, CNV, donc communication non violente, communication créatrice de valeur. Il va falloir communiquer. Et oui, communiquer, c'est aller voir une expression qui va passer. Moi, j'aime bien la CNV, c'est un outil qui passe par l'observation. Donc, j'observe ce qui se passe. Quand tu fais ça, alors, observation, quand je vois que tu es absent ou que tu es absente 6 jours par semaine, je me sens un peu démunie, je me sens seule, sentiment. Le besoin, j'ai besoin qu'on connecte un peu plus ensemble. Et la demande, elle est précise. Écoute, le vendredi, j'aimerais bien que tu sois
qu'on ait ce moment pour nous. Et donc la demande, elle est claire, elle est précise. Il va falloir apprendre à communiquer différemment. Et oublier le tu qui tue. Et puis patience toujours et bienveillance envers soi. Vous en avez besoin. Parce qu'il y a déjà suffisamment de critiques avec la honte, le jugement intérieur. Et peut-être, juste peut-être, bien envisager la séparation qui, comme tout, pour qu'il y ait choix dans la vie, c'est nécessaire d'avoir une case qui fait peut-être que je vais me séparer. Et c'est un choix. Si je décide de rester, je reste non pas avec la peur, mais je reste parce que j'ai décidé de rester. Donc c'est le choix. Et pour que le choix soit là, c'est nécessaire qu'il y ait la case de séparation. Et si ça se termine, si la case de séparation n'est jamais dans la photo, eh bien en fait, vous vous privez d'un choix et vous vous privez de liberté. Ça ne veut pas dire que vous allez la prendre, cette case-là. Mais ça veut dire que très souvent, vous répondez à la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Donc à ce moment-là, vous vous privez de cette autonomie et de cette liberté. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations sur les relations toxiques. Merci, Efkaristo. Je crois, Efkaristo. Voilà, et je vais mettre les écouteurs parce que je crois qu'on a un peu de temps pour que j'écoute vos questions.